Bon, on y va, Bernard, Stéphane? Oui. Donc déjà, bienvenue. C'est le premier événement de la FREF 2024 sur un format qui était un format qu'a beaucoup porté René Bagorski, Disputation, qu'on avait mis en œuvre à plusieurs reprises dans des cafés. Là, on le lance pour la première fois au sein du CNAM. Le prochain, en avril, ce sera chez les Compagnons du Devoir. Et donc le CAP 2024, l'idée c'est de rebondir sur l'émulation des universités de la FREF qui se sont déroulées en décembre. Et quand j'ai regardé la liste des inscrits, je me suis dit, bon, on est bien dans notre ligne, c'est-à-dire qu'on a bien des professionnels de mondes très différents, l'entreprise, les institutionnels, les organismes de formation, des consultants. C'est ça l'objectif, un des enjeux pour nous. Les syndicats. Les syndicats, merci Corinne. C'est bien l'objectif pour nous, c'est de faire se rencontrer les mondes de la formation et du développement des compétences. Et donc voilà, je vais tout de suite vous laisser place à l'échange, à la présentation de vos travaux et ensuite à l'échange. Stéphane Ballas et Bernard Delardier. On va présenter rapidement. Donc Stéphane Ballas, d'abord je suis un peu presque la force habitante puisque je suis prof ici, moi. Donc bienvenue dans ma maison, qui est aussi la vôtre, puisque je sais qu'il y en a un certain nombre ici qui y sont passés, qui ont traîné leur guêtre un bon moment, n'est-ce pas, mesdames, messieurs. Voilà. Non mais on est très contents. Évidemment c'est pas un lieu neutre, parler de formation professionnelle des adultes dans ce lieu, c'est quand même pas n'importe quoi. Il y a on sent le poids de l'histoire, mais c'est pas un poids qui nous écrase, c'est un poids qui va nous donner envie d'aller plus loin, donc c'est très bien. Et donc moi je suis enseignant dans l'équipe des métiers de la formation du CNAM, et dorénavant, je peux dire ça, je dirige le master Conseil Intervention Développement des compétences, qui est le master sciences de l'éducation du CNAM. On va peut-être fermer parce que ils sont en pause. Oui, il y a encore des jeunes au final. Oui, mais il y en a de plus en plus, parce que l'apprentissage, comme vous le savez, rapporte de l'argent. Bernard Barbier, donc moi j'étais directeur général de Défi Métier, le Carrefour Île-de-France, qui n'existe plus dans la même forme, on va dire ça comme ça. Et en fait l'effet surtout de notre présence, c'est que je suis doctorant avec une co-direction de thèse, Annie Zulman, directrice de thèse, et Stéphane Ballas, qui est co-directeur de thèse. Et donc on a eu une demande de l'ANACT pour ses 50 ans, qui sortent un magazine spécial sur les 50 ans, nous demande justement de travailler sur le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. Alors on va faire des parties de ping-pong, des fois il y a des balles qui vont frotter, qui vont s'accrocher au filet, enfin, bon, c'est pas, globalement on va y arriver très bien, en toute tranquillité. Effectivement, on a intitulé cette présentation Chemin avec un reste de la compétence, parce que on a, dans le cadre du travail que conduit Bernard dans le cadre de sa thèse, avec un intérêt immédiat et direct sur la question de la compétence, il se trouvait que dans un même temps est arrivé un appel à l'article de la revue des conditions de travail de l'ANACT. Pour ceux qui ne savent pas, l'ANACT, c'est l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, qui a été créée en 1973, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'on met dans la revue. Et dans un même temps, on découvre que le Centre de documentation sur le travail et la formation du CNAM, c'est DFT, qui est un lieu absolument extraordinaire et unique en Europe, eh bien, justement, compile depuis son ouverture en 1971, tous les documents qui font référence à la compétence. Par écrit, papier, numérique bien sûr, mais papier. Et donc ils ont des énormes piles de carton au-dessus des armoires. Ils font ça pour compétences, et puis je ne sais plus, un autre, je crois que c'est emploi, enfin sur compétences, il y a, je sais plus, une vingtaine de cartons. Donc on s'est dit, voilà, on a proposé, on a dit, est-ce que ça vous intéresserait effectivement qu'on fasse un espèce de pari en disant la compétence pourrait être une forme de repère, un marqueur des
de l'évolution de la question des conditions de travail et du travail, donc, en général, dans notre société occidentale. Voilà. Et ils ont été tout à fait d'accord pour qu'on se lance dans l'affaire. Et voilà. Alors, peut-être dire 3 ou 4 mots sur comment on pense la question de la compétence aujourd'hui. Ensuite, dans un deuxième temps, on viendra sur les aspects méthodologiques qui sont, vous avez compris, dans un premier temps, un travail documentaire et presque historiographique, hein, on va dire ça. Ce qui est un peu particulier, et moi je ne suis pas habitué, hein, je suis en sciences de l'éducation, je fais rarement des travaux d'historien, mais là vraiment c'était intéressant de faire ça. Ensuite, ça permettra de présenter justement une forme de schématisation des trajectoires qu'a pris la compétence depuis un certain nombre d'années. Et puis on partagera, qui sera peut-être l'objet de la disputation justement, ou de la disputation, on partagera les solutions qui permettraient de réenchanter la notion qui aujourd'hui est assez maltraitée. Parce que c'est ça le constat de départ, c'est qu'aujourd'hui la compétence, qui, on va le revoir en détail, mais s'invite de façon massive à partir des années 70-80 en France dans le champ de l'éducation et de la formation, s'invite parce qu'elle est censée être une réponse aux limites de la qualification. Tout le monde connaît ça très bien. Mais en particulier, avec l'idée que la compétence pourrait être un outil qui permettrait de décrire les initiatives, l'engagement subjectif des individus dans leur travail. C'est-à-dire, qui permettrait, je vais le dire comme dit Jaubert, de parler de l'intelligence de l'homme au travail. Et ça, c'est la promesse initiale. Et quand on regarde de près les trajectoires, mais surtout ce que l'on vit encore aujourd'hui, mais qu'on vit depuis un certain nombre d'années, eh bien, dans le même temps qu'il y a cette promesse, il y a aussi une forme d'assèchement progressif de la notion pour en faire ce que moi j'appelle une chose, un outil de commerce sur un marché de l'emploi. Voilà. On est très très loin de l'intelligence de l'homme au travail, et on est même, et c'est encore plus incroyable, on est même très loin du travail. On est sur un truc qui s'échange sur un marché. Voilà. Une hypostasie, dis-je à un moment donné. C'est-à-dire le fait de transformer une abstraction en une matérialité concrète. Vous voyez, quand on dit bloc de compétences, par exemple, on voit bien qu'il y a l'idée d'une espèce de matérialisation concrète du sujet. Voilà, je n'en dirai pas plus. Bernard, peut-être, je te laisse la parole. Oui. Donc, on a appelé ce petit temps chemin de la compétence parce qu'on a essayé de tracer le chemin un peu à la Goffman, de suivre la notion dans le temps et dans l'espace et de voir un peu elle disait quoi, à quel moment, etc. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un enchaînement qui est toujours logique, mais au fil du temps s'inscrivent un peu des sens, on va le voir ensemble. Alors, méthodologiquement, c'est donc une analyse documentaire qui a été faite, qu'on a réalisée en analysant en détail l'ensemble des documents constitutifs du fonds CDFT. Il y a certains moments, bien entendu, où on a été chercher ailleurs, notamment chez les Américains et chez les Anglais, parce qu'il y a un passage qui n'est pas innocent du tout chez eux, dans ce qui est devenu justement cette notion. Donc on a été plutôt dans des sources qui sont à la fin, si ça vous intéresse, vous aurez tout. Bien entendu, des sources plutôt anglaises, d'Oxford notamment. Et puis, on a donc alimenté au fur et à mesure une base de données. Alors, par plaisir, je l'ai appelée Competencia, bien sûr, avec la folle ambition de dire on va continuer après aussi à l'alimenter. Et donc, cette base de données qui s'est fait spécifiquement au début sur Excel, a conduit à finalement rassembler des choses, et je me suis aperçu que chez tous les auteurs que je rencontrais, il n'y avait pas eu ce travail finalement d'aller voir un petit peu partout comment elle voyageait, cette notion.
et chaque auteur ayant pris plutôt son champ disciplinaire, et en regardant les auteurs de son champ disciplinaire, ce qu'ils disaient de la compétence. Donc la didactique dit quelque chose, les sociologues disent quelque chose, les psychologues disent quelque chose, etc. Donc chacun a développé finalement l'usage de la notion dans son champ disciplinaire, mais pas de croisement. Donc vas-y, tiens, peut-être cette ambition-là. Voilà, donc au 31 décembre 2023, la base de données Competentia comprend 396 documents qui ont analysé, enregistré, et qui représentent 349 auteurs différents. Donc ce qui a donné lieu à un balayage assez large de tous ceux qui ont parlé de cette notion. Tous les enregistrements ont été classés en 21 champs académiques, puisqu'on a été voir ce qui était dit de la notion en anthropologie, biologie, chimie, didactique, droit, économie, ergonomie, histoire, informatique, linguistique, neurosciences, pédagogie, philosophie, psychologie cognitive, c'est des choses spécifiques, psychologie du travail bien évidemment, sociale, et puis sciences de gestion, sciences de l'éducation, la formation, et puis sociologie, sociologie du travail. Voilà, 21 champs disciplinaires, mais c'est au fur et à mesure de ce voyage en fait et de ce suivi qu'on a rencontré ces champs et des gens qui disaient quelque chose sur la notion. Et puis 4 champs sociaux, parce que la notion a été utilisée à la fois dans les arts, chez les militaires, professionnels, et puis en société, c'est-à-dire avec des articles plutôt de journalistes qui essayent aussi de dire des choses et de rendre compte de certains travaux ou certaines interventions, par exemple. Donc pour tous ces documents, il y a 16 types d'informations différentes qui ont été collectées, avec du classement bien entendu, avec des clés de classement, etc. Je ne vais pas détailler tout, bien sûr. Mais on a essayé à la fois, par exemple, de repérer l'année. Alors il y a l'année de classement qui a eu lieu au CNAM, puisque tout était classé dans des dossiers avec des années, mais en repérant aussi l'année, bien entendu, de publication, et de la première publication de ce qui était comme document, mais aussi les années qui concernaient l'objet de la publication, puisque certains de 90 parlaient en fait de ce qui se passait en 1960 sur le sujet. Donc ça permettait de repérer, eux ils parlent de 1960, c'est dit en 1990, etc. etc. Voilà. Donc ce travail un peu systématique a été fait. Et puis en essayant de repérer à chaque fois, en fonction de l'auteur, le champ disciplinaire de base de l'auteur. Donc ce qui, en gros, c'est, comme disait Bourdieu, d'où il parle. Ça, c'était important aussi de le repérer. Voilà, donc on a repéré un peu tout ça. Et c'est en cours, continue, bien évidemment. Alors qu'il n'était pas au CNAM, il y a tout un tas de... on va commencer par celui-là, très rapidement, bien sûr. Mais bien entendu, c'était le Gaffio et autres documents latins pour aller voir quelle est l'étymologie, bien évidemment. Alors, je ne vais pas vous détailler, bien sûr, tous ces éléments, si ça vous intéresse, bien, on pourra... Vous lirez l'article quand il va sortir. Voilà. Sachant que dans l'article, il n'y a pas tout. Non. Et après, ils vont nous voir. Voilà, on en garde pour la suite, évidemment. Alors, si on prend déjà toute la base étymologique de la compétence, cum petere, en latin, petos, amphitète, etc. Donc, on est remonté au 1er siècle avant César, où c'était aspirer à, etc. Donc, on ne va pas vous le faire en entier, hein, vous avez vu un peu tout ça. Mais on a pu voir aussi, par exemple, à l'époque de Cicéron, on a rajouté le côté combat, rivalité, s'assaillir. Ce qui était quelque chose de rajouter un peu plus guerrier, en quelque sorte. Attaquer vivement. Voilà, donc il y a ça. Là, c'est la composition du mot cum petere, donc avec peto, bien entendu, petis petere, etc. Voilà. Ensuite, le sens complet de cum peto, c'est-à-dire qu'est la réunion de cum et de petere, où là, effectivement, on voit des évolutions, être en état de se rencontrer au même point. Donc, ça vient déjà dans l'étymologie, l'idée presque de la situation, avec se rencontrer au même point, qui était assez intéressant. Pas détaillé, bien sûr, ça va faire beaucoup. Mais en tout cas, j'ai fait une petite synthèse de ce qui en est dit. Donc voilà, vous avez tous ces éléments. Et puis, bien entendu, après, au-delà du verbe competo, il y a aussi l'adjectif competens, competentis, et le nominal competentia, justement, du sens commun, qui a donné lieu aussi à des choses intéressantes. En synthèse, vous voyez, l'étymologie
va de moins 216 à plus 754 avant Jésus-Christ, hein, qui sert de repère toujours, qui rassemble l'idée de rencontrer au même point, mais de combat, mais aussi qui convient, qui est approprié dans la juste proportion. Donc, les trois mots qui reviennent le plus, c'est l'idée de rencontre, qui était d'accord, c'est-à-dire comment dire ça, d'une certaine proportion et de compromis et d'approprier, le mot était très intéressant, mais aussi, donc de symétrie à partir de là. Voilà. Et dans son sens antérieur du latin, c'était tomber ensemble, se rassembler, être pratique ou approprié. Et ça revient très souvent. En latin classique, ce qui revenait, c'est se rencontrer, s'assembler, concorder, être qualifié, au sens d'être approprié à ce qui est nécessaire dans la situation, dans la rencontre, etc. Donc, très intéressant. Voilà, donc cum et pétéré, vous avez la synthèse que vous voyez ici à droite. On pourra, bien entendu, y revenir sur les intérêts. Et dans le pétéré, justement, hein, on retrouve en centripète, par exemple, dans le pétéré, c'est là où, dans la racine indo-européenne, il y a l'idée de lutter, de chercher, de tomber sur, se ruer, attaquer. Donc l'idée était quand même intéressante. À savoir aussi que le supin de cum petere, cum petitus, a donné compétition, compétitivité. C'est-à-dire que dans l'étymologie, il y a cette idée de compétition, et qui n'est pas innocent, parce qu'on va voir, ça revient des années, des siècles plus tard. Voilà, alors là, on va aller vite, puisqu'on retrouve la notion 1590 avec un double sens de rivalité. Donc on retrouve l'idée de compléter là dans ces cas-là, mais aussi de fourniture adéquate. Il y a encore l'idée de c'est adapté, c'est approprié, ça correspond à ce qu'il faut. Alors, ce que dit l'Oxford Dictionary, c'est que les deux sens sont aujourd'hui obsolètes, mais en fait, ils sont revenus par un autre biais ensuite. Mais 1610, plutôt, entrer en rivalité avec, qui est bien, donc le français, en français, il y avait un verbe qui s'appelait compéter, le verbe compéter, qui était justement d'être en rivalité avec, intéressant, donc plutôt 14e siècle, voilà. Et puis le cum petere, qu'on a déjà vu. Je peux juste dire un truc. On est parti, je pense que c'est quelque chose qu'on partage, de l'idée que ce travail étymologique, il n'est pas pour dire ce qui a été dit en 1712 ou en 300 machin, ça veut dire ce que ça veut dire aujourd'hui, mais en même temps, les mots, ils sont lestés des significations historiques qu'ils ont recueillies au cours de l'histoire. Et donc, même si un mot veut dire quelque chose aujourd'hui, il y a des sous-entendus, des significations un peu cachées, mais qui restent présentes et actives dans la manière dont on les utilise. Et c'est pour ça que ce travail-là, il est très important. Voilà. Excuse-moi. Non, tout à fait. Voilà. Donc, on note vers 1700-1708 exactement l'introduction du sens juridique. Vous savez, par exemple, quand vous regardez thèse.fr aujourd'hui, plus de la moitié des thèses sur la compétence sont en fait juridiques. Plus de 50% des thèses sont en droit. Donc c'est la plus grosse partie d'utilisation de la notion aujourd'hui, c'est dans le juridique. Alors on dit, ouais, évidemment, mais en fait c'est en 1700 qu'il y a ce sens juridique qui est associé à la compétence dans la capacité ou aptitude à être entendu en justice, qui est le lieu où il y a donc des rivalités et on doit régler la rivalité, justement. Et on retrouve ce sens-là dans l'aspect juridique à travers ce sens premier. Et puis, oui, j'ai noté 1790, c'était intéressant. Là, c'est capacité ou aptitude suffisante pour faire face à ce qui est à portée de main. Là aussi, encore, vous voyez, à chaque fois, on voit le vécu en fait de la notion en fonction du contexte, qui est toujours le cas. Mais mine de rien, bon, voilà. Et puis, c'est dans les années, donc Révolution française, excusez-moi, Révolution industrielle, 1800-1840. Là, intervient et entrée la notion de compétence sur le sens de marché. Donc, intervient là dans les années 1840. Et ce que disent les auteurs là sur l'OEDE, l'Oxford English Dictionary, c'est peut-être une formation rétroactive, d'où l'intérêt d'aller voir ce qui était avant,
formation interactive à partir de concurrence et compétition. À tel titre que, donc 1840, 1857, là, cet aspect de compétition revient, mais si on prend donc la suite, voilà, et on a fait partir de là dans l'article, hein, vous retrouvez tout ce que je vous dis avant, vous ne le retrouverez pas dans l'article. Mais dans l'article, on retrouve la première formulation en 1800, qui est le livre 1 de l'Académie française Nouvelle Forme. L'Académie française, dans son livre 1 en 1800, dit la compétence égale capacité ou droit à juger, juge expert, c'est-à-dire capable à juger de ce qui est intéressant, de ce qu'il faut retenir, etc. L'expert est capable de juger un article, un objet, un texte, etc. C'est dans ce sens qu'il y a eu ce lien avec le juge. Donc capacité ou droit à juger, mettre ou entrer en compétence, c'était mettre ou entrer en concurrence. Donc convenable aussi. Voilà. Donc on retrouve ces deux dimensions de la rivalité, concurrence, et de convenable, c'est-à-dire approprié, ce qui convient, ce qui est fait pour, ce qui est ajusté. Voilà, effectivement. Et là, donc, 1800 s'ancre la logique du droit dans le sens de donner à compétence. Voilà. Alors, après, des évolutions à partir de 1800 à 1914, révolution industrielle. Donc là, on a trouvé peu de textes, sauf les carnets ouvriers, peu de textes où on utilise la notion de compétence, viennent là plutôt des notions de travail, de bien travailler, de l'intelligence du travail, dont on parlait, le fait d'être qualifié, d'être connaisseur, d'être professionnel, rompu au métier. On trouve ces termes en fait dans tous les écrits, mais très très peu en fait le terme de compétence qui est très discret à ce moment-là. Oui, le premier diplôme professionnel en France, c'est 1911. C'est l'ancêtre du CAP, c'est à l'époque CP, je crois. On trouve ça au même aujourd'hui. Certificat qui en 11 s'est créé, et ensuite qui est transformé en 18, en 17, en 18 je pense, en 19 avec la loi Astier, et en 19 comme CAP, en l'ouvrant à la voie scolaire, parce que jusque-là, en 11, il est réservé à l'apprentissage. Voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans l'actualité, par exemple, on voit l'utilisation du terme de compétence, on verra après qui a été beaucoup repris d'abord par CNPF, qui est devenu l'EDF, qui a été repris par, comme on disait à l'époque, le patronat en termes de nom. Mais au début, c'était une revendication plutôt ouvrière. Dans les carnets ouvriers, c'était la demande première faite par les ouvriers, les représentants des ouvriers, pour une reconnaissance ouvrière de l'intelligence au travail et des compétences. Et c'est là où on retrouve la notion, mais c'est du côté ouvrier qu'on réclamait de faire reconnaître la compétence pour pouvoir, bien entendu, le traduire en salaire, en augmentation de salaire et de rémunération. Donc, on voit 1911, etc. Voilà. Après, il y a un passage qui est très intéressant, 1916-1970, qui est l'idée de lier connaissance et travail. Et la compétence est venue justement par les linguistes. Vous connaissez Chomsky notamment, qui complétait l'idée de connaissance que de compétence. Donc voilà, les détails, ça vous intéresse après. Il oppose compétence et performance. Voilà. C'est ça ce qu'on retient encore aujourd'hui. C'est-à-dire que pour lui, la compétence, c'est ce qui n'est pas la performance. Et donc pour lui, compétence, c'est plutôt connaissance. C'est-à-dire je connais une langue, je l'ai appris, etc. Mais quand je vais l'utiliser en situation, c'est là où je vais être possiblement performant en étant compris, en l'utilisant, etc. Donc je peux la connaître et l'utiliser avant. J'ai la compétence. Voilà. Et donc dans les années 1916-1970, il y a aussi les sociologues qui s'emparent aussi de cette discussion, bien entendu, et ça sera encore pire après, puisqu'interviendra justement l'opposition entre qualification et compétence, ou en tout cas comment l'un va avec l'autre, etc. Et là, les sociologues étaient très impactés parce que ça remettait en cause toute une construction qui était
venait d'ailleurs des conventions, avec classification, qualification, bien entendu. Donc là, c'était le système qui était remis en cause, on y reviendra. Le gros changement, en fait, il est dans les années 70. Alors justement, création d'un acte, c'était ça qui était intéressant. Et là, il y a un vrai tournant dans l'utilisation, comme si d'un seul coup, ça y est, il y avait une prise en main de la notion du mot, et notamment avec quelque chose d'un peu différent entre l'utilisation des USA et de la France, à peu près au même moment. Et en fait, le vrai mouvement de changement est venu notamment des États-Unis, avec David McClelland, cabinet de psychologie, un centre de psychologie, avec Berlioz et Beer, donc des psychologues aux USA qui, eux, ont créé un cabinet et il y avait un centre de recherche psychologie à intention scientifique, et ont créé un cabinet qui s'appelle A. McBain, justement, qui est devenu A Group. Alors c'est pas innocent parce que le groupe A de conseil, dans les années 70-80, a amené en France une vision de la compétence qui était américaine. Et cette vision américaine, c'était très simple. C'était pour eux, c'est l'étude des variables qui permettait de dire la performance individuelle. Donc le terme de compétence pour eux, c'est une démarche à intention scientifique pour l'analyse, l'étude systématique des variables qui vont expliquer la performance individuelle. C'est ça qu'ils appelaient compétence. Et c'est pas innocent après dans l'utilisation qui a été faite, puisque on le voit dans des écritures, aujourd'hui encore, toujours ces éléments qui reviennent. Et en opposition, en France, c'est développé notamment dans le complexe d'éducation des adultes de Nancy, plutôt dans une approche de gestion de main-d'œuvre qui était éducation permanente pour une logique compétence. Donc là, on était plus dans l'éducation permanente, c'était une logique compétence qui s'est développée pour gérer la main-d'œuvre. Et on voit bien que là a commencé à se développer une approche que les Américains appellent très intellectuelle. Donc en Europe, les Français, etc., eux, c'est les intellos de la compétence, et ils n'arrivent pas à comprendre cette approche de la compétence, parce que pour eux, ça doit être l'étude de variables, ça doit être scientifique, c'est fait pour, etc. Donc pas de discussion. Donc il y a une opposition qui s'est faite entre l'approche française, c'est pour ça que vous avez une dichotomie là qu'on a marquée, et l'approche américaine, qui mine de rien n'est pas innocente. Non, excuse-moi. Oui, juste simplement dire que nous en France, on a vécu cette période, mais avant, avec la psychotechnie. Et donc oui. le CNAM est un lieu mythique. C'est-à-dire que toutes les années 20, 30, 40, on fait faire des tests aux jeunes pour savoir ce qu'ils vont faire comme boulot, quoi. Toi, tu n'as pas le vertige, tu vas être carreleur, toi, tu vas être couvreur. Oh, mais moi, je voulais être plombier. Ben non, c'est pas trop. Voilà. Vous voyez l'impasse, quoi. Vous voyez l'impasse. Voilà, exactement. Et donc, mais cette partie américaine, on la retrouve beaucoup dans les écrits de sciences de gestion et dans la vision sciences de gestion. Et l'autre dimension, on voit un peu intellectualisée, on pourrait dire, comme ça qu'ils le disent, dans l'éducation-formation, justement. Donc on voit qu'il y a des tentatives de rapprochement de certains auteurs, mais il y a cette vision un peu séparée en quelque sorte. Et puis, dans les années 80, s'est développé aussi une approche, bien entendu, avec l'ergonomie, notamment au CNAM. Ah oui. Et la qualification qui effectivement est venue s'opposer ou pas, ou comment, etc., qui était en fait pour les psychologues, eux, un rapport de l'individu à son action. Donc la compétence essayant de décrire justement ce que faisait l'individu, de ses capacités, dans son rapport à l'action qui est amenée. Et puis, les psychologues, eux, étant dans un regard plutôt d'une valeur d'usage, qui était reconnue au savoir, en disant il y a les savoirs et, comme disait Vergniaud, la connaissance en acte, c'est ce qu'on pourrait appeler la compétence, même si Vergniaud, lui, c'est plutôt je ne sais pas ce que c'est que la compétence, mais je peux savoir que là, je fais mieux que l'autre ou que je fais mieux qu'avant. Donc, on ne peut pas la définir au-delà d'un comparatif avec soit quelqu'un d'autre qui fait mieux,
qui a un résultat qui est mieux, que moi-même qui fait un résultat meilleur. Donc. Il y a une tradition de la didactique professionnelle dont Verneau est un des inspirateurs, qui est de ne pas parler de la compétence. Voilà, on se débarrasse du problème en disant. Donc effectivement, Verneau, il fait tout un cheminement sur la compétence, mais après il dit est compétent celui qui est jugé plus compétent que l'autre. C'est ça. Il réfère à l'usage social du jugement de la compétence. Mais il n'en dit pas plus sur ce que c'est les compétences. Et que ce soit Pastré ou Mayen ou les collègues actuels, ils n'en disent pas beaucoup plus sur la compétence. Et l'évolution à ce moment-là était très intéressant de considérer pour des sociologues la compétence comme élément de jugement de la qualification. Alors, vous savez que la qualification était construite pour une classification, et la qualification était définie par le diplôme qui était donné, donc très académique. En fait, vous avez tel diplôme, donc vous étiez à tel niveau, c'est que vous avez telle qualification, donc telle classification, donc telle rémunération. Donc c'était une construction qui était bien faite. Et la compétence est venue bousculer ça, en fait. C'était justement de dire, mais... et là, il y a eu... Alors, dans les années 90, j'ai mis un élément qui est assez crucial, qui est la demande du CNPF qu'il y ait un co-investissement individu-entreprise dans la formation. Et le co-investissement, c'était donc, on pourrait se former en dehors du temps de travail. Et ça, c'était quand même gonflé. Et donc, il y a un syndicat qui a été très opposé à cette époque en 90, c'était la CGT, qui était vraiment, qui a été celui qui a été le plus virulent contre cette approche de co-investissement, en se disant que ça pouvait être une dérive vers quelque chose d'autre. Ils avaient peut-être une négreux. Une négreux, effectivement. Voilà. À l'époque, du côté des sciences de gestion et des auteurs, c'était plus la compétence comme étant finalement une source de compétitivité, une ressource de l'entreprise. Et donc, ce qui a commencé à se construire, c'est que la compétence pouvait être une façon, et c'est ce qui était reconnu tant ensuite par les syndicats, sauf la CGT qui ne signait pas tout à fait les accords, et donc les autres syndicats, finalement tombés d'accord avec le CNPF, parce que le CNPF est devenu MEDEF en 1998. Donc, et là, il y a eu un accord finalement des deux côtés pour des raisons qui se rejoignaient, qui étaient le CNPF, ça lui permettait, en allant chercher les compétences, qui permettaient de dire l'invisible qu'apportait la personne dans le travail, qui n'est pas forcément le diplôme, donc qui peut être lié plus à l'expérience, que cet invisible-là, finalement, s'appelait compétence, on pouvait le repérer, et ça permettait de rémunérer à l'individu, finalement. Donc, c'était l'individualisation qui démarrait, avec la compétence qui rémunérait l'individu pour ce qu'il apportait dans son travail, et non pas simplement parce qu'il avait le diplôme. Et c'est là où commençait à s'opposer l'idée de compétence et de qualification. Et, bien entendu, les syndicats y voyaient un intérêt, c'est que ça permettait de négocier des augmentations de rémunération. Puisqu'à ce moment-là, on disait qu'il y avait plus de compétences là, donc ça justifie une augmentation. Alors que quand on était les classifications, on est obligé de respecter en quelque sorte la classification. Donc les deux parties y ont vu un intérêt, en quelque sorte. Il n'y a rien qui empêche de négocier au niveau de la qualification. Pardon ? Il n'y a rien qui empêchait de négocier au niveau de la qualification. Exactement. Et plus Exactement. Oui, tout à fait. Et plus collectivement. Donc c'est plus... Exactement. Mais c'était plus collectif, voilà. Exactement. Ça, alors que la qualification était une construction collective. Tout à fait, ouais. Ouais. Et là, effectivement, c'est pour ça qu'on parle on tombe dans l'individualisation de la négociation à ce moment-là avec la compétence. Donc, c'est pas innocent. Juste un truc parce que ça me vient, et j'en ai jamais parlé, mais tant mieux, c'est comme quoi j'apprends. Moi, j'avais pas fait le lien, mais je le fais maintenant. 98, 2002, il y a une espèce de boucle un peu bizarroïde. C'est qu'on finit la boucle en 2002 en disant le travail est apprenant et on peut avoir des diplômes avec l'expérience du travail. La VE. Voilà. Tout ça, c'est la même période. Exactement. Exactement. Oui, en plus, c'était. Oui, Vincent Merle. Vincent Merle, C'est ce que c'est. qui était président du réseau des Californiens, d'ailleurs, mais qui était surtout à l'époque président du CEREC.
Absolument. Et c'est dans ce cadre-là qu'il intervenait justement sur la notion, qu'il était intervenu en 98, justement pas mal sur cette notion. Sur les cahiers de la compétence Ouais. du MEDEF ou Exactement, qui était préparatoire à 98. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Donc effectivement, d'un côté, la compétence était un moyen pour ajuster finalement la stratégie des entreprises en appréciant un peu plus le capital humain. Alors, on revenait sur le capital humain qui refaisait surface. Voilà. Et puis, effectivement, l'évolution est passée, deuxième élément important, en 98. En 98 ont été organisées les journées de Deauville. À ce moment-là, de ces journées-là, c'est là où le CNPF s'est transformé en MEDEF, justement, avec l'objectif qui s'appelait Objectif Compétences. Donc là, c'est pas innocent du tout, parce qu'on voit l'aboutissement finalement de cette évolution. Alors certains, parce que l'avantage de 98, c'est que j'ai rencontré des auteurs de l'époque, syndicalistes ou chercheurs, qui m'ont parlé un petit peu de cette époque-là, et j'ai trouvé ça très très intéressant. Parce que pour eux, par exemple, ils m'ont dit, à partir de 2004-2005, il y a eu des travaux de l'ANACT et du CEREC. Alors je l'ai mis comme ça en rouge, et après, plus rien. C'est-à-dire, y compris dans les textes qu'on a retrouvés, les textes qui sortaient en 1995, par exemple, avec l'éducation permanente, jusqu'en 2005, ont été fondateurs, et tous, malheureusement, et pourtant on a cherché, et les textes d'après étaient pauvres par rapport à ce qui s'écrivait à l'époque. C'est comme si, et il y en a certains qui m'ont dit ça, notamment du CEREC, ils m'ont dit c'est comme si en 2004 la loi était passée, et maintenant et d'ailleurs les sociologues ont commencé à se désintéresser de la notion de compétence, et de finalement, on a réglé le truc, on n'en parle plus, etc. Et les travaux qui y sont depuis sont assez beaux. Alors il y en a deux, trois qu'on a repérés, mais voilà. Hein, notamment. Voilà. Mais c'était assez parce qu'eux-mêmes le disaient. Et nous, on était surpris. C'est comme s'il y a eu un arrêt finalement à ce moment-là. Voilà. Donc 98, la définition qui est une combinatoire individuelle qui est jugée et reconnue en situation de travail dans l'entreprise par le responsable d'entreprise. Définition MEDEF à l'époque. Assez intéressant quand même, ça veut dire que c'est qu'en situation réelle de travail dans l'entreprise, et c'est l'entreprise qui dit la personne compétente. Voilà. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de définition qui ont été remises, puisque même dans la dernière année, on a repris l'idée du combinatoire entre connaissances, expérience, etc. Une combinatoire, etc. C'est peut-être aussi dans ce contexte-là, quand au niveau européen, l'Europe parle de l'économie de la connaissance, enfin l'Europe comme l'Europe de la connaissance, justement, oui, pour s'opposer peut-être à la Chine, enfin, comme oui, grande usine du monde. Et c'est dans ce cadre-là, cette individualisation tout à fait. Tout à fait. de la compétence. Exactement. D'ailleurs, la VAP en 92, en 13, puis la VAE, etc., tout ça, ça va dans le même sens. La VAP, c'était 85. Oui, la VAP 85, mais VAP 85, c'est un dispositif en fait d'allègement. Oui. C'est pas un accès à une certification. C'est ça. Alors que la VAP 93, oui, c'est un bout de certification. Voilà. Alors, effectivement, alors, j'ai pris le hasard en disant, 2004, notamment l'année 2003, qui a installé des choses, et j'ai mis 2004, l'objectif compétence, donc 98 fait sa loi. En fait, on est bien dans le prolongement, et 2003 et la loi de 2004, finalement, entérinent ce qui s'est travaillé à partir de 90-98, et notamment 98, qui a été le tournant, le MEDEF qui prend. D'ailleurs, Dominique Lehmann, dans Le piège de l'employabilité, dit le MEDEF a gagné. Puisque toutes les lois, à partir de là, entérinent finalement ce qui a été défini en 98 par le MEDEF. Et effectivement, c'était étonnant. Notamment le fait qu'en 2004, la formation a pour objectif, formation professionnelle, pour développer les compétences. C'est-à-dire que l'objectif de la formation professionnelle, c'est de développer des compétences. À tel titre, d'ailleurs, René Bakorski, qui était dans l'époque, puisqu'il était syndicaliste, nous
dit, et c'est là où on s'est fait avoir, en quelque part, mais nous disons, on s'est battu, où la formation professionnelle a été simplifiée en formation, et donc la formation était forcément professionnelle et forcément pour développer des compétences. C'est-à-dire se former pour autre chose. Et là, c'était quand même une avancée significative, en quelque sorte. Subtile, disait René. Subtile mais importante. Ouais, subtile et importante. Avec l'individualisation de la reconnaissance au travail, justement, 2004, la création du DIF, notamment, les évolutions aussi des grilles de classification et qualification. Il y a eu un bon remaniement à ce moment-là. Ça s'est entériné 2014. Ouais. On n'a pas dit qu'on avait le temps, en fait, je viens de Oui, persuader. c'est ça. 2014, à mi-loi, là on est sur la responsabilité individuelle de compétences. Vous voyez, donc, après, les lois suivantes, il y a eu 2004, 2014, 2009, la loi Cherpion notamment. Ça a été, on a continué à ancrer la logique. Notamment en 2014, avec la formation professionnelle pour développer les compétences, sous la responsabilité de l'individu, puisque maintenant il a le CPF pour le faire. Donc on voit l'ancrage d'individualisation, du transfert de responsabilité individuelle sur le développement des compétences, sans pour autant avoir abouti, et c'est ce que me disait Damien Brochet, qui fait partie de CRF, mais qui était à l'époque, en 90, dans le truc, donc beaucoup discuté avec lui aussi, pour dire, mais dans le CRF, vous faisiez quoi? Et il me dit, on était en 81, en 2005, on était en train de discuter, et puis là, tout le monde dit, bon, ça y est, c'est fait. Et donc, on s'est retrouvé un peu, on n'a pas abouti sur une définition, sur quelque chose qui précisait finalement la notion de comment on l'entendait là dans le champ. Donc, on est resté un peu bête, il me disait, et aujourd'hui, il n'y a rien, c'est devenu un flou. Ça me permet de glisser aussi, je fais des incises un peu à travers, mais puisqu'on parle du CEREC, le CEREC il a été à un moment donné le haut lieu de la création de méthodes d'analyse du travail pour déterminer les compétences, on peut le dire comme ça. Oui. Méthode de TED en particulier, Nicole Mandon, etc. Et ensuite, moi je me rappelle bien, je bossais beaucoup avec eux à cette époque-là, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils avaient perdu le fil, quoi, et qu'ils ne faisaient plus de travaux de ce genre-là. Donc il y a quelques collègues du CEREC qui ont essayé de tenir ça vivant, style à l'époque Chantal Labruyère, etc. Mais c'était moribond. Maintenant il y a Samira Malawi qui essaye de conserver un peu cet héritage, mais voilà. Et donc effectivement, on a basculé à un moment donné dans ce haut lieu quand même de réflexion pour nous sur la formation, sur un espace où on ne questionne plus la question de fond du rapport entre de l'homme et de son travail, mais on va porter un regard économique, un regard sociologique, socio-économique sur les choses, très intéressant et utile évidemment. C'est pas pour opposer les choses, mais en tout cas cette dimension-là de travail un peu en profondeur, il a complètement disparu à ce moment-là. Et d'ailleurs c'est aussi, après il y a aussi des collègues qui sont décédés, enfin il y a eu un certain nombre d'événements aussi qui ont précipité les choses. Voilà. C'est ce que me disait Damien d'ailleurs, à partir de ce moment-là, on a laissé le champ libre finalement à toutes les utilisations dans les cabinets conseils, les consultants, donc ceux qui produisent le plus, c'est les consultants maintenant sur la compétence, bien entendu, mais en reprenant finalement ce qui a été fait dans les années 95, 2005. Donc c'est assez intéressant. D'ailleurs en 95, c'est là où Le Boterf, quand même, le vulgarisateur du sujet, en 95 disait « Je n'ai jamais rencontré de compétences dans les ateliers de production, en promenant, jamais de compétences. Elle n'existe que par l'observation. » Donc la question que vous me posez, c'est si elle n'existe que par l'observation, on ne peut donc pas la transférer, puisqu'elle n'existe que dans la situation réelle de travail. Donc comment on peut parler de transférable ou de transversal? Et c'est là où effectivement l'idée de réenchantement, c'est qu'on se dit, mais alors elle dit quoi? Mais attends, mais vous ne grille pas les Non. Peut-être peux-tu souligner le basculement de plan de formation? Oui, je vais terminer là-dessus. Effectivement, c'est tout à fait raison. Alors Macron est arrivé dans la foulée, et c'est pas innocent parce qu'il y a eu une influence de certains économistes politiques à côté de Macron
qu'on ne citera pas, qui ont beaucoup influencé au travers, puisque en 2018, on arrive vers le titre 1 de la loi de 2018, créer la société des compétences. C'est-à-dire que la compétence est devenue une valeur sociétale et constructive de la société qui est à faire. J'ai entendu la ministre dire on va créer la nation de la compétence. Voilà. C'est ça les discours aujourd'hui. Alors, bien entendu, pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là, effectivement, et qui est mon entrée d'ailleurs dans la thèse, c'est, d'une façon absolument, parce que j'en ai jamais entendu parler, le plan de formation en entreprise devient le plan de développement des compétences. On change le nom. On avait vu ça, un plan de formation. Alors quand je rencontre les responsables, je dis bon, alors pour la formation, on fait bah non, c'est un plan de développement de compétences. Oui, bah oui, mais bon, c'est de la formation. Donc, et là, il y a quelque chose en ce moment, et c'est un des éléments de la thèse, mais ça sera le prochain article et autre truc, hein, on va pas tout mettre, de ce qui est en train de se passer là-dedans. Et donc la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que ça change quelque chose? Voilà. Donc la question, effectivement, merci. Hein, voilà. Très rapidement, parce que je ne veux pas... Je voudrais simplement dire que le seul apport, oui, je voudrais dire 2009-2015, je voudrais simplement dire ça, c'est les premières tentatives de cadrage théorique fait par vous savez, le centre de recherche du Québec, Philippe Johannert, qui a fait un bouquin qui s'appelle Compétences et socioconstructivisme, un cadre théorique. Donc c'est vraiment le premier travail, que je vous l'ai mis là en référence, qui est intéressant, où il essaie justement de dire, mais alors, finalement, c'est du socioconstructivisme, ça définit bien ce qu'est la compétence, et il a fait un bouquin pour essayer, alors qui est assez petit, mais pour essayer de dire, ben voilà le cadre théorique, et on va le rattacher au paradigme du socioconstructivisme. Ce qui est assez amusant, c'est que ça vient du même endroit que l'endroit où on produit la fameuse approche par compétence, hein, qui est, comme vous le savez, une construction qui est très 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 en vogue, en particulier dans les pays en développement. Hein. Quand on voit en Afrique, c'est assez incroyable. Et où, quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a juste un tout petit truc qui est absent, c'est le travail. Le travail humain, il n'est jamais présent dans l'approche par compétence. Ça, c'est assez dramatique. C'est-à-dire que, par exemple, je ne peux pas retrouver son nom, le grand pape de l'ADP, il dit en gros, on va déterminer les compétences de l'autre, puis après on ira voir sur le terrain comment ces compétences se déroulent. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une démarche où on va aller regarder le travail, voir ce que font les gens, et éventuellement déterminer les compétences dont ils ont besoin, ou qu'ils mettent en œuvre. On va construire en chambre, on va faire des choix de représentation de compétences, qui vont être très cohérents, etc., qu'on va imaginer de façon extrêmement etc. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va aller regarder comment ça se joue sur le terrain. Et quand on dit ça, évidemment, on est regardé comme des zombies parce que c'est pratiquement devenu la règle absolue, que ça c'est génial et qu'il n'y a pas autre chose qui existe. Et moi, je crois fermement qu'il y a vraiment à discuter. Alors, tout ça pour dire pourquoi il y a à discuter, parce que pour moi, je vais reprendre des mots de Sukio. Pour moi, développer des compétences ou être compétent, alors ça c'est aussi une question, il faudrait 2 jours pour en parler, mais en tout cas, c'est Sukio, il dit dans son petit bouquin qui s'appelle merveilleux, hein, Justice au travail, il dit ce qui est important, c'est de donner toute la mesure, que les gens puissent donner toute la mesure de leur habileté et de leur connaissance, mais aussi de contribuer le mieux au bien-être commun. En une phrase, tout est dit, c'est-à-dire que être compétent, c'est pouvoir investir toutes ces connaissances, investir tout ce qu'on sait faire et dépasser ce qu'on sait faire. Hein, moi je dis souvent comme une forme de boutade, mais j'y crois vraiment, travailler c'est faire ce qu'on ne sait pas faire. C'est pas faire ce qu'on a appris, c'est faire ce qu'on ne sait pas faire, travailler. Et donc, c'est faire ça, et en plus je le fais avec quelque chose qui a du sens, et un sens qui est plutôt un sens proche de la solidarité et du bien-être commun que de la compétence compétitive. Voilà. Et donc comment on peut à partir de là, reconstruire ce rapport, eh ben, je pense qu'il y a un certain nombre de virages à prendre. Alors, on peut évidemment être militant, hein, et moi je suis très respectueux du militantisme. Quand on est chercheur, on ne peut pas être militant parce que sinon ça dessert le propos. Alors moi j'ai longtemps été militant et maintenant j'ai appris à ne pas l'être. Voilà. Et donc j'essaie de regarder un peu ailleurs. Je me dis que par exemple,
il y a une façon de travailler la question de la compétence, c'est de ramener la compétence à son origine historique, et en particulier à son ancrage dans les situations de travail. C'est-à-dire que je commence par considérer que toute compétence qui n'est pas ancrée dans une situation de travail n'est pas une compétence. Premièrement. Donc, quand on parle de compétences transversales, de soft skills, de machin, je dis, ce sont des choses qui existent, mais ce ne sont pas des compétences. Trouvez un autre nom pour les appeler. Quand on entend un certain nombre d'autres usages de la compétence qui sont enfermés dans des blocs, qui sont ci et tout ça, ce ne sont pas des compétences. Ce sont des choses qui existent mais qui ne sont pas des compétences. La compétence, c'est véritablement quelque chose qui permet d'expliquer comment l'individu peut donner la pleine mesure de ses connaissances dans des situations de travail pour réaliser des choses qu'il ne se croyait pas capable de faire. Donc moi j'associe très fermement, je suis vygotskien de rattachement scientifique, je rattache très fortement la compétence avec la capacité de l'individu à se développer dans les situations de travail, c'est-à-dire faire face à des situations en trouvant des solutions qui à chaque fois sont inédites. Et donc pour ça, eh bien, il faut prendre au sérieux, par exemple, les apports de la didactique professionnelle, quand par exemple, et puis les travaux par exemple de Pierre Abardel, quand il dit que la compétence, l'activité de travail, elle est toujours en même temps productive, c'est-à-dire permettant d'agir sur le monde, et en même temps constructive, c'est-à-dire permettant d'agir sur soi. Donc ça déjà, c'est une base qui me semble indiscutable et qu'il faut absolument remettre en avant. C'est-à-dire qu'être compétent, c'est autant produire de façon efficace des choses sur le monde, c'est-à-dire répondre aux tâches, mais c'est aussi dans un même temps grandir. C'est-à-dire, pour reprendre une formule de Vygotsky, c'est faire d'une expérience vécue une ressource pour penser la prochaine expérience. Voilà. Un déçu de la compétence ici. Bon, c'est très difficile en quelques... Voilà. Il faut en tout cas revenir à tout ça. Il faut, par exemple, et moi ça c'est plutôt ma position de chercheur, c'est de dire qu'il faut que les chercheurs ils arrêtent de ne pas questionner cette notion. C'est-à-dire que accepter la notion telle qu'elle est utilisée aujourd'hui me paraît, sur le plan scientifique, extrêmement discutable. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'éthique de la science, qui est que la science, elle doit être là pour être un poil à gratter et empêcher les gens de tourner en rond. Et donc quand on voit des dérives manifestes des choses, eh ben, on devrait pouvoir le dire. Par exemple, Yves Schwartz, il dit, j'aime beaucoup, il dit la question de la compétence, c'est de la charlatanerie. Et d'autres disent, bah, la compétence, telle qu'elle est utilisée, elle est en apesanteur sociale, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de rapprochement aux situations de travail, elle n'a plus de rapprochement avec la réalité. C'est une chose, c'est une construction, un artefact, diraient les aveux. C'est une chose qui a été pensée comme un outil pour le dialogue social, voilà. Mais ça n'est plus quelque chose qui est en correspondance avec une réalité qui est liée au travail. Et pourtant, le travail, il est très important comme espace, justement, de construction de l'intelligence et de construction de soi. Succio, dans un autre bouquin, il dit qu'on dit Homo sapiens, mais on va dire Homo faber. Parce que le fait de travailler, c'est le fait de travailler, eh bien, c'est un lieu de construction. Alors, dernière chose que je veux dire, c'est que comment aujourd'hui la formation professionnelle s'empare de la compétence, c'est un autre sujet. Ça pourrait être un lieu, on l'a vu historiquement, ça a été à un moment donné un lieu de mise en réflexion, voilà. Quand on relit les travaux de Pierre Caspar, par exemple, on a eu l'occasion de le faire il y a peu de temps, il y a un an, voilà, on voit bien qu'il y avait bien une articulation entre les processus d'apprentissage, les savoirs et les compétences, qui était tout à fait intéressant. Aujourd'hui, on voit bien que la compétence, elle est réduite à des matériaux de construction des référentiels des diplômes. Alors bon, ça, moi, je pourrais faire une deuxième thèse là-dessus, j'en ai fait déjà une, donc je ne vais pas en parler. Mais en revanche, ce que je peux dire, c'est que du côté des formateurs qui reçoivent ces référentiels, il y a des gens ici qui connaissent bien comment on fait les référentiels, on pourra en parler après.
Mais dans l'utilisation des affiliates du côté de... Voilà, c'est ce qu'on a... C'est la conclusion de notre article avec Alice enfin, c'est l'introduction, c'est la conclusion de l'introduction du numéro qu'on a fait dans la revue Formation Emploi là-dessus. Numéro 164. Numéro 64, je peux dire. Travail aux usages, je suis obligé. Eh bien, on voit bien que les compétences sont devenues des repères pour fabriquer une forme de segmentation de la formation, hein, où il y a une espèce de modularisation de la formation qui est d'une certaine façon alignée sur la modularisation de la certification, ce qui est extrêmement contestable et rien n'y impose d'ailleurs réglementairement. C'est-à-dire que c'est une incompréhension, c'est une méconnaissance des enjeux. Moi, je forme les gens au CNAM ici sur la question de la compétence et sur la question des certifications. Je leur dis que ça n'est pas un alignement nécessaire. Mais n'empêche que la réalité, c'est que les gens, ils alignent maintenant des modules de formation face à des modules de certification, de toute façon, et ils font de la compétence, en fait, des objectifs de formation, mais des objectifs qui sont, dans la mesure où les compétences, elles sont les produits d'une réflexion un peu artificielle, et bien ça devient des objectifs qui eux-mêmes sont un peu artificiels. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi dire, si ce n'est que ça construit des repères qui sont très éloignés de ce qu'on doit apprendre pour, à mon avis, devenir des bons professionnels. C'est-à-dire, et ça c'est mon éthique de formateur qui me le fait dire, pour moi, notre boulot, c'est de fabriquer les conditions pour que les gens, non seulement ils soient sans doute efficients sur une première situation de travail, quelques-unes, etc., mais qu'ils puissent continuer à apprendre, à se développer, à grandir dans le travail. Et ça ne s'apprend pas par une juxtaposition de situations et de produits de façon exhaustive qu'on doit apprendre les unes après les autres. Ça se produit par un travail réflexif, etc. Comme par exemple, on le voit un petit peu dans les expérimentations à FEST qui sont menées dans certains cas avec un peu de vertu. Quoi, voilà. Donc pour moi, la compétence, elle se situe plus dans ce rapport réflexif aux situations de travail que dans une accumulation où on va cocher des cases. Quoi. Voilà. Donc là, moi je continue à me battre, et je continuerai à me battre là-dessus parce que je pense que c'est important. C'est-à-dire que derrière cette maltraitance de la compétence, en fait, c'est la maltraitance du travail humain qui a... Voilà. Ce sera mon dernier mot, et je suis d'accord avec moi et je m'en vais. C'est maintenant qu'on peut discuter. C'est la disputation. Disputation tout seul. Oui, madame. Il faut qu'on se dise qui on est. Ouais, ça serait bien. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, Corinne Savard-de-Berg, conseillère confédérale à la CGT sur la formation professionnelle et l'activité de travail. Et donc, je voulais vous remercier. Moi, j'ai fait un Master 2 ici, développement des compétences. Analyse du travail et développement des compétences, qui a changé de nom. Et grâce à ce master, donc la compétence était exactement pas comme tu l'as expliqué, que je connais. Et grâce à ce master, j'ai découvert le travail, ça m'a permis de prendre du recul. C'était assez compliqué, j'ai changé d'emploi. Et donc, je suis arrivée à la CGT. Et à la CGT, effectivement, avec toute l'histoire qu'il y a, la compétence est devenue un gros mot. Et donc, j'étais en pleine schizophrénie sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que la compétence, c'est quelque chose de positif. En plus, je sortais du master. Et effectivement, en arrivant à la CGT, j'ai eu aussi ma casquette militante. Et effectivement, je voulais vous remercier parce que ça fait 5 ans que je suis comme ça dans ma tête et que là j'arrive à comprendre qu'en fait j'ai les deux. Et en plus, moi, avant, dans le métier que je faisais avant, j'avais créé un chantier d'insertion et tout était basé autour du travail émancipateur. Enfin bon, voilà, tout ça et la compétence. Voilà. Donc, j'ai pas de questions spécifiquement, mais bon, ça m'a fait du bien la piqûre de rappel sur l'histoire. Mais voilà, je voulais juste vous remercier pour me permettre. Voilà. Après, à la CGT, moi je remets la compétence à sa juste discussion, quand les gens veulent bien m'écouter, mais enfin ils sont plutôt... voilà. Mais il n'empêche que je pense que c'est... Enfin, vous avez dit, le MEDEF a proposé ça. En général, quand le patronat propose quelque chose, il y a toujours un loup derrière. Donc effectivement, il faut voir ce qui est devenu, ce qui se passe. Et ça va pas aller dans le bon sens. Et donc, je pense qu'il faut qu'on continue à se battre. Et je pense que ça fait partie
en ce moment, là, le rejet qu'il peut y avoir sur les compétences, et là, ce que vous dites, qu'il n'y a pas de chercheurs et qu'il faut vraiment. Donc, un jour, tu sortiras ta thèse et on sera très content. Je pense que c'est très, très, très important et j'ai hâte d'avoir aussi votre papier pour pouvoir le montrer. Voilà. C'est pas une question, c'est un témoignage et un remerciement. Voilà. Non, mais je pense que merci pour ce témoignage qui est vraiment intéressant, parce que c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais parce que ça nous paraît évident aujourd'hui, c'est que je pense que l'arrivée de la compétence, ça a été, du point de vue de la formation, une première invitation pour les formateurs à regarder le travail. Il y a un texte fameux de Jobert en 93 qui parle d'une relation malheureuse entre le formateur et le travail, parce qu'il y a des évitements historiques entre le travail et la formation, c'est incroyable, mais voilà. Et là, je pense que l'arrivée de la compétence a été le premier moment où les formateurs étaient obligés d'aller regarder un peu le travail, même s'ils ne savaient pas bien faire, même si, personnellement, je pense que majoritairement, ils ne le font pas bien, mais bon, en tout cas, il y a eu ça. Mais effectivement, ça devient intéressant, la compétence, si elle reste sur cette dimension du travail. Dès qu'elle se débarrasse de la question du travail, ça n'est plus quelque chose d'intéressant, ça devient un empêchement à penser les questions importantes qui sont liées à la formation. Mais c'est éminemment politique. C'est éminemment politique, voilà. Évidemment. Et c'est une notion, vous avez compris, c'est une notion qui est une notion à double, triple, quadruple face, et qui est en même temps des outils du gestionnaire, en même temps les outils alors des organisations patronales et syndicales, des formateurs. On voit bien qu'aussi les managers et les RH, ils sont assez fans. Moi, je dis souvent, les deux seuls qui comprennent quelque chose aux compétences dans cette salle, c'est les RH et les formateurs. Donc, quand vous dites à des salariés, surtout les moins qualifiés, c'est quoi vos compétences, il vaudrait mieux leur dire, mais qu'est-ce que tu sais faire? Quelles sont tes expériences? Vous voyez, quand on parle de positionnement, moi je dis, on enlève, on bannit la notion de compétence. Elle n'a pas de sens. Par contre, si vous dites aux gens, c'est quoi que tu as fait? Bah, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Bah, oui. C'est pour le dire un peu autrement, mais quand on prend tout cet aspect historique et tout finalement ce qu'elle dit en termes de mots, en termes de la sémiologie même du mot, de son témoin jusqu'à maintenant, on parle d'une situation dans laquelle des personnes se retrouvent pour faire quelque chose, pour atteindre quelque chose, pour lutter, etc. Donc on est bien en train de parler de cette situation-là, pas plus en fait. Et on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on fait de façon appropriée. Donc c'est antinomique avec le fait de lister d'une façon analytique le contenu, puisque ça dépend de la situation. On fait ce qu'il faut en situation. C'est très intéressant de partir de là. Donc, je ne vais pas aller trop loin dans la thèse et où je travaille, mais je vais dire qu'on en est plus à dire, et moi ce que je regarde dans la thèse, c'est finalement, est-ce que ce n'est pas un langage, simplement, pour dire le rapport du sujet au travail, mais ça ne dit rien du sujet. Ouais. Non, je ne veux pas. Ah, tu veux pas. Il ne veut pas révéler tout parce que sinon, s'il ne voudrait pas la soutenance. non, parce que je disais, bah, tiens, si on fait le parallèle avec Orwell et 1984, c'est finalement un nœud gordien de la novlangue. C'est-à-dire, c'est typiquement la compétence aujourd'hui une novlangue, vous savez, positiviste, où on dit un truc positif, hein, on dit quelque chose d'important, etc., mais en fait, sans rien dire. Ça sert simplement, c'est un objet politique, c'est exactement ce que c'est un objet de langage politique, d'où l'idée de société des compétences, et donc l'idée de réenchanter, c'est dire, mais en fait, c'est un langage qui dit le rapport du sujet au travail, mais qui ne décrit pas l'humain, c'est-à-dire le sujet. Or, aujourd'hui, dans l'utilisation qui est faite, c'est de dire que la personne l'a ou l'a pas. Donc la question qui se pose pour moi, c'est de dire, est-ce qu'on peut dire qu'on a des compétences et qu'on est compétent? Je me suis amusé à mettre des gens en situation, de changer un élément de la situation, d'un seul coup, ils ne savaient plus faire. Ben, tu n'es plus compétent. Ben, si, mais c'est parce que c'est lié uniquement à la situation. Et alors, si on parle des soft skills, alors là, c'est encore plus amusant du style. Ouais. L'exemple que donnait le collègue de Bordeaux, là, Olivier Fauchia, il disait, il avait expliqué ça aux étudiants, c'était génial, quoi. Alors, vous voyez, là, je vous parle, je suis très poli, très civil, donc j'ai le soft skills de la civilité, quoi. Oui, bien sûr.
Ah, on m'avait pas vu parce que tout à l'heure j'étais en haut de l'amphi, j'ai discuté avec un collègue pendant qu'un autre parlait, c'était hyper impoli. Et d'ailleurs je parlais trop fort, et d'ailleurs il me l'a dit à un moment donné, le collègue et tout. Alors, j'étais pas très compétent là-haut. Bah non, bah alors, je suis compétent, je suis pas compétent. Bah oui, parce qu'en fait, ces histoires-là de compétences qui seraient valables partout, en fait, elles sont tellement valables partout qu'elles sont valables nulle part, quoi. En fait, on peut pas être. Voilà. En revanche, ce qui est vrai, c'est que dans toute compétence, il y a sans doute des dimensions diverses. Quand on parle pas de composition, de combinatoire, je pense que ce qui est vrai, c'est que dans la compétence, il y a une combinatoire de dimensions techniques, relationnelles, communicationnelles, je ne sais pas quoi, enfin, on peut mettre toutes les caractéristiques. Tout ce qu'il faut pour être approprié. Voilà, de tout ce qu'il faut pour être approprié, oui. Mais séparer des choses comme ça, oui. Et après, il y aura des Je me rejoins en 2004, moi je me souviens, j'ai pas toutes ces réflexions théoriques, quoi. Et en 2004, je me souviens, je trouvais ça hyper intéressant justement de quitter les objectifs de formation pour aller davantage vers le travail. Donc c'est vrai qu'au départ, je faisais plutôt partie de ceux qui portaient fort ça. Aujourd'hui, moins et avec plus de nuances. Et pour autant, j'arrive pas à bien identifier. Parce que je comprends là, les logiques gestionnaires, etc. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire parce que cet intérêt de départ, là, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour évaluer, positionner Non, mais vas-y. C'est le principe de la novlangue, hein, qui est une simplification de langage. C'est-à-dire que tu utilises 3 mots, tu utilises 200. Ce qu'il faut, c'est réutiliser les autres mots qui disent des choses. La capacité veut dire quelque chose, l'aptitude aussi. Réutiliser, par exemple, des éléments clés au CNAM, c'est activité et expérience. Tu as des mots qui existent pour dire des choses de l'humain, de comment il essaye de transformer le monde et le sujet qui transforme le monde. Il y a déjà des choses qui se disent là-dessus. Donc en fait, l'objet, c'est de réutiliser des mots pour dire les choses et de laisser la compétence pour dire le rapport du sujet au travail, et sachant que c'est vraiment un sujet du rapport au travail. C'est-à-dire que ça décrit des besoins, par exemple, d'une entreprise. Alors, il y a plusieurs demandes de parole. Il y a 1, 2, 3. Désolé. Oui, pardon. Vous vous présentez au fur et à mesure. Mélanie Jonquière, je suis directrice pédagogique chez Saint-Plon, qui est un organisme de la formation professionnelle au métier du numérique. Oui. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est plus un peu par curiosité dans tout le travail étymologique que vous avez fait. Il y a toute la période du Moyen-Âge qui est sautée et qui, en tout cas de mon faible niveau de connaissance, la période où émerge justement finalement ce qu'on appelle aujourd'hui l'apprentissage, voilà, avec les corporations de métiers, etc., le livre des métiers, je crois, de Boileau, tout ça, enfin, avec les règlements de métiers. Oui, et du coup, ça veut dire que dans toute cette époque-là, le mot compétence, il n'intervient pas. Alors, il me semble que ces règlements, c'était plutôt d'ailleurs à des visées qualité, en fait, pour garantir que la production était suffisamment qualitative pour faire la renommée du travail et puis de la ville à laquelle c'était rattaché, tout ça. Mais du coup, je trouve ça assez surprenant. Enfin, en tout cas, je l'ai noté, je me suis dit, ah tiens, sur cette époque-là, il n'y a rien. Merci Mélanie de poser la question. Je pense qu'on lui aurait posé en jury de thèse, donc il va falloir les changer. Non, mais c'est possible qu'il y ait des choses développées, forcément. Peut-être qu'il y a eu. Voilà, il faut vérifier. Non, c'est-à-dire que cette notion de compétence, compéter, qui existait à ce moment-là, n'était pas utilisée dans ce champ-là. C'est ça. En fait, nous, quand j'ai essayé de rechercher, et c'était très intéressant, par exemple, on oublie le terme aujourd'hui, par exemple, on oppose souvent compétences et les connaissances. Et moi, dans le milieu professionnel, on me dit souvent, ouais, les connaissances, alors que la base, elle est là. Bien sûr. C'est les connaissances et les apprentissages. Mais en fait, on parlait de ça. On parlait du savoir-faire, on parlait du métier, on parlait des règles de l'art, etc. Et on parlait d'un professionnel. Le profiteur, celui qui dit ce qu'il est capable de faire. Oui, et les gens de Mestier. Et les gens de Mestier. Ok, c'est clair. Voilà. Merci. Et j'avais juste une deuxième question. Mais on ne disait pas compétence. Ok, ça répond. On va quand même revérifier un peu. Je vais revérifier tout, mais dans ce que j'ai lu, il y avait pas. Et alors du coup, de façon un peu plus ouverte sur ce que vous disiez à la fin, est-ce que finalement c'est pas la coexistence en fait de tout ça qu'on constate?
Enfin, est-ce que c'est forcément soit l'un, soit l'autre? Oui. Et peut-être que c'est intéressant cette coexistence. Enfin, moi, en tout cas, avant d'arriver à la formation professionnelle, j'ai été enseignante. Et j'ai vécu du coup cette arrivée des compétences dans l'éducation nationale. Et finalement, avec une espèce d'interrogation des personnels enseignants assez massive, puis bon, déjà pour plein de raisons d'un ordre purement épistémologique, hein, parce que pour l'immense majorité des professionnels de l'éducation nationale, dans le général en tout cas, ce mot il sortait un peu du chapeau. Et en fait, alors il a fallu s'y intéresser un petit peu, mais en se penchant, et alors là pour le coup, en termes d'exemple de liste infinie de cases à cocher, je pense qu'on est sur un cas d'école, parce que franchement, ça faisait, à l'époque en tout cas, hein, je parle de 2015, enfin avec la réforme de 2015, ça faisait des kilomètres ces dossiers. En tout cas, pardon, je me perds pas, je reviens sur cette histoire de coexistence. En tout cas, pour moi, là, il y avait un enjeu didactique en fait aussi à tirer de ça. Et parce qu'en plus, on faisait cohabiter ça avec des programmes. Donc il y avait d'un côté le programme, et puis d'un autre côté, les nouvelles compétences. Donc le programme qui est quand même plutôt la porte d'entrée, la prescription, et puis en même temps, on avait à la sortie les compétences, et puis il fallait réussir à jongler avec tout ça. Et en fait, en tout cas, moi, ce que j'ai vu comme vertu, le questionnement que ça a amené, c'est bien de permettre une forme de transdisciplinarité, c'est-à-dire que vraiment, on vienne en transversal s'inscrire au service d'un objectif un peu plus macro, supérieur, quoi, je pourrais dire. Et on retrouve cette idée de combinatoire là-dedans, transposée au scolaire, mais on retrouve cette idée de combinatoire, et qui, à mon sens, a vraiment servi à ce que devrait peut-être être, en tout cas, une des visées du scolaire, de permettre aux élèves de se rapprocher d'une certaine compréhension de la complexité du monde, quoi. Peut-être qu'on peut donc l'avoir à la fois comme outil, au service d'une forme de didactique, peut-être, voilà, et aussi peut-être le penser, comme vous le disiez, quoi, à savoir que ça sert aussi à porter cette façon d'apprendre à se développer par le travail. Et je pense pas que les deux soient si éloignés que ça. Est-ce qu'on peut pas avoir cette coexistence, quoi? Alors moi, je dirais que, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Le plus marrant, c'est quand on regarde la voie professionnelle, Ouais, où il y a c'est encore plus caricatural, parce qu'il y a vraiment des vrais référentiels construits sur la base d'une image qu'on se fait du travail humain. Voilà, je n'irai pas plus loin. Et en même temps, on a quand même une organisation disciplinaire, etc. Ce qui rend les gens assez schizophrènes. Voilà. Mais ceci étant dit, effectivement, ce qui a porté peut-être cette introduction de la compétence dans le monde scolaire, c'est ce que Martinand dénonçait en disant qu'il y avait une forme, alors je le dirais plutôt avec les mots de Lucie Tanguy qui est décédée récemment, c'est ce scolarocentrisme, c'est-à-dire Martinand il dit le risque d'avoir de se prendre comme propre référence. Voilà. C'est-à-dire un enfermement dans la scolarité, alors qu'effectivement, il ne faut pas oublier que le boulot de l'école, c'est de fabriquer des gens qui seront ailleurs que dans l'école demain, quoi. Voilà. Alors peut-être pas des professionnels ajustés à des postes de travail, ça arrangerait certains, mais pas tout le monde. Et voilà. Je pense en tout cas, pour répondre à la première question, c'est qu'effectivement, on est sans doute plutôt sur une juxtaposition des choses. C'est-à-dire que par exemple, moi, je partage l'analyse de Louis Schwartz qui dit que la qualification n'a pas disparu. La qualification reste, et la compétence est venue amener une couche supplémentaire de lecture d'un monde complexe. Oui. Voilà. Et d'une certaine façon, quand on regarde l'évolution des conventions collectives, hein, je vous renvoie par exemple à une étude très belle qui a été pilotée au CEREC par Pascal Caillot en 2014. C'est le passage des conventions collectives à modèle parodie aussi à la critère classant, qui est un mouvement très net dans les années 60-70. Et en fait, c'est quoi des critères classants? En fait, c'est la grammaire des compétences. Voilà. Et donc, d'une certaine façon, on décrit la qualification par la grammaire des compétences. Je veux dire comme ça. Voilà. Donc, ça veut dire que être qualifié, c'est en possession. Alors aussi, il faudrait discuter de ce que c'est que la possession de compétences. C'est être en possession d'un certain nombre de compétences. Et voilà. Alors, on voit bien que tout ça peut fonctionner tant qu'on a. Alors, si je me permets de prendre 2 secondes pour répondre à la question précédente de Elodie, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense qu'on peut faire chacun à notre niveau. Moi, qui pense sur les questions de certification, moi, je me fais un
devoir d'essayer de toujours partir du travail réel en mobilisant des techniques d'analyse du travail pour essayer de dépasser la partie visible du travail des gens, pour essayer d'aller voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'est-ce qui leur pose vraiment problème. Et je l'ai fait récemment, on l'a fait avec Natacha, on a bossé avec des profs de collège, en 2 temps, 3 mouvements, on a découvert des trucs qu'eux-mêmes ils ne savaient pas, quoi, sur l'exercice professionnel. Et donc je pense que repartir de cette référence-là, ça ne règle pas tout, mais ça aide un tout petit peu à ne pas oublier que tout ça, ça devrait parler du travail, quoi. Alors Elodie, tu n'as pas le droit de parler parce qu'il y a 2 autres personnes qui ont demandé la parole avant toi. Bon, moi, ma question est très similaire. Je travaille pour une branche professionnelle, mais je parle en mon propre nom. C'est finalement quoi faire, et notamment concernant la construction des référentiels de certification. Donc, on a presque abordé déjà la question, Oui. mais finalement, on voit bien que les blocs de compétences qui sont identifiés dans les référentiels de certification professionnelle enregistrés à la RCP, c'est finalement des unités d'œuvre de financement de formation, quand on réfléchit bien, puisque en fait, le bloc de compétences est devenu le critère de financement. On habille quelque chose pour faire en sorte que ce soit finançable, et on appelle ça un bloc de compétences. Et si on pousse la logique pratiquement au paroxysme, et y compris, je vais être assez, pas forcément la gamme, mais même dans l'enseignement supérieur, on peut très bien se dire qu'à un moment, si on est administratif dans un établissement d'enseignement supérieur, on va aller voir le prof qui est responsable de la licence ou du master et lui dire, écoute, j'ai besoin de financer une formation, tu dis que c'est tel bloc de compétences, ça m'arrangerait vachement parce que j'ai une demande d'entreprise derrière. Et donc là, on voit vraiment la dérive qui peut exister. Et en même temps, je ne sais pas trop quoi faire pour mieux construire les référentiels de certification. C'est-à-dire qu'en même temps, est-ce qu'il faut mettre que des connaissances dedans? C'est un peu réducteur. Il y a un effet quand même très vaguement, très marginalement vertueux de ces blocs de compétences. C'est-à-dire qu'à force d'en parler et de manière très imparfaite, l'idée rentre un peu qu'il n'y a pas que les connaissances, qu'il y a les compétences. Et voilà. Et je me dis, mais comment écrire à l'avenir les référentiels de certification, sachant que je partage tous les biais qui sont... Je suis désolé. Hein, je ne sais pas si ma question est Je ne confuse. peux pas m'empêcher de répondre. Hein, La question est peut-être invitable. Non. J'ai quelques éléments de réponse. Premièrement, les blocs de compétences, on sait d'où ils viennent. Hein, voilà, et vous avez raison, c'est bien ça, hein, c'est bien des enjeux de financement, etc. Et les micro-certifications qui arrivent. Exactement, les micro-certifications c'est exactement ce modèle-là qui va être renforcé encore, avec encore un nouvel émiettement de paysage. C'est pratiquement ESCO. Voilà, ESCO, etc. Que personne ne connaît. Hein, moi j'en parle autour de moi, personne ne connaît ESCO. Pourtant, ça fait très peur, hein, ESCO. Enfin, moi, ça me fait très peur depuis longtemps. C'est quoi ESCO? C'est une espèce de nomenclature européenne avec une maille extrêmement fine. 17 000 compétences, machin. Enfin, voilà. Donc ça, c'est très grave parce que c'est le modèle qui va s'imposer. ESCO. 17 000 compétences. Le maté à droite, c'est une compétence, à gauche, c'est une compétence. Enfin, bon. Alors, juste par rapport au bloc de compétences, moi, je pense que le gros problème des blocs de compétences, ils sont là. Bon, voilà, donc ça crée un émiettement potentiel, etc. Tout ça, c'est pas terrible. Mais surtout, c'est dans l'usage qui est fait des blocs aujourd'hui, par exemple dans les branches. Moi, j'ai des exemples sur des CQP, mais pas seulement, malheureusement. J'ai aussi des expériences avec l'enseignement supérieur aussi, où on considère que l'activité, c'est-à-dire ce qui devrait être dans le référentiel d'activité, qui est donc la partie qui décrit ce que fait l'homme au travail, qui est donc, à mon avis, absolument essentiel. Et d'ailleurs, France Compétences dit qu'on ne peut pas faire un référentiel de compétences sans un référentiel d'activité, sinon c'est construire sur du sable. Ils disent ça, puis deux phrases plus loin, ils disent que les référentiels des RS, il n'y a pas de référentiel d'activité, inutile de parler de la contradiction, voilà. Mais là, aujourd'hui, on voit des référentiels d'activité qui sont inscrits au RNCP, qui sont en fait simplement les intitulés des blocs. Voilà. Donc moi je pense que la meilleure façon de lutter contre l'aporie du système, c'est de dire non, on ne va pas construire d'abord les référentiels des blocs, on les construira à la fin, mais on va commencer par réfléchir méthodiquement sur qu'est-ce que font les gens, ensuite quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour qu'ils puissent faire ça, et enfin on fera cet exercice formel de découpage, distribution dans des blocs, parce que c'est nécessaire, mais voilà. À DGCIP, la direction scolaire, pour par exemple la fabrication de master, et j'ai accompagné un groupe à la fabrication de son master, ils disent on fabrique les blocs et ensuite on définit les compétences.
Alors, j'hésite entre deux hypothèses de chercheurs. Soit c'est de l'incompétence, soit il y a une intention politique derrière. Et je pense que c'est les deux en fait. Parce qu'il y a quand même de l'incompétence aussi, malheureusement. Qu'il faudrait définir. Mais par contre, je vois très bien dans quelle situation elle se joue, cette incompétence. Voilà. Il y avait une autre question, et puis après une autre question. Oui. Bonjour, donc, je suis Vincent Maritano. J'ai un centre de bilan de compétences. Bravo. Voilà, merci. Ça fait 15 ans que je fais des bilans de compétences et effectivement, j'utilise de moins en moins finalement cette notion dans mon quotidien. C'est-à-dire que je ne la trouve pas du tout opérante pour plusieurs raisons et notamment parce que en fait, je suis sociologue du travail à la base et l'idée c'est quand même de considérer le travail comme un collectif a priori de travail. Et on voit bien à travers toute l'étymologie l'histoire de l'étymologie du terme, on voit bien l'individualisation de cette notion de compétence qui ne rend plus du tout compte de ce qu'est le travail aujourd'hui. Et du coup, je ne l'utilise plus. Alors, je fais des bilans de compétences sans utiliser cette notion. Pour autant, alors je parle du travail très, très concret, je parle de l'analyse du travail des personnes que je reçois. Et à travers, une fois ce travail analysé, à travers des réalisations très concrètes, émerge, alors j'appellerais ça plutôt des habiletés ou des aptitudes, qui va ensuite s'agir de concrétiser à travers un projet professionnel. Parce que les gens que je vois, en fait, sont quand même des gens qui sont en souffrance de leur travail, en situation de burn-out quand même plus tôt. Et l'idée, c'est quand même d'être dans une mobilité. Donc il va quand même falloir réfléchir, enfin je réfléchis avec ces personnes-là, à la question du potentiel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont finalement défini tel ou tel définit l'analyse de leur travail, on réfléchit à la question du potentiel. Mais il me manque, je ne sais pas qu'il me manque, mais pour passer de l'expérience vécue à cette question du potentiel, ça passe justement par la définition d'aptitude ou d'habilité. Mais je n'utilise plus le terme de compétence, qui encore une fois est beaucoup trop individualisant. Et les gens, et d'ailleurs, quand on voit les métiers qui ressortent en ce moment, on parle que de chef de projet, c'est-à-dire que de compétences de coordination, que de compétences de réseautage entre les gens. Les gens sont là-dedans, quoi, dans une espèce de mise en commun de leur expérience vécue et d'enrichissement mutuel. Et encore une fois, la question de compétences et tout ce qui va avec, portefeuille de compétences, j'ai commencé à travailler en ANPE. En ANPE, on parlait de portefeuille de compétences, que chacun arrive avec son petit portefeuille comme un livret A, quoi. On parlait de choses très individualisantes. Donc voilà. Mais pour en revenir à ce que vous disiez, moi je parle de l'analyse concrète du travail. Je ne parle pas de blocs de compétences, je ne les utilise pas en fait. Voilà ce que je fais. Et tout ça pour dire que c'est possible. Enfin, c'est possible de réfléchir à la fois à l'analyse du travail et c'est possible de réfléchir à des potentialités et à des mobilités professionnelles et à la construction d'un projet qui soit réaliste et motivant. Je me mets une petite lecture parce que vraiment ça fait écho avec ce que vous avez dit. C'est sur la question des classifications et des normes qui sont souvent invisibles et qui ont pourtant des intentions politiques. Et donc c'est comment on découpe le travail des gens et qu'est-ce que ça fait. Et ils disent, parfois le simple fait de décider de la granularité du système a aussi des conséquences politiques. Par exemple, décrire ou enregistrer les tâches d'une personne, comme dans le cas du travail infirmier, peut également signifier contrôler ou surveiller son travail et constituer une tentative de lui retirer son pouvoir de décision. Et alors, c'est la dernière phrase qui m'a fait vraiment écho. En définitive, on accorde les classifications du travail les plus souples à ceux qui ont le plus de pouvoir et de latitude et qui sont en mesure de fixer leurs propres conditions. Bien sûr. Et effectivement, quand on regarde les référentiels des CAP, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les référentiels si, j'ai travaillé par exemple récemment sur les masters de Sciences Po. Effectivement, c'est un peu plus elliptique. J'ai juste une Ça veut question. dire qu'on réduit la compétence à finalement le travail prescrit. Voilà. Ce qui était Donc on est sur la description défini des au départ. tâches. Et c'est ce que dit par exemple Fabienne Mayer, qui a beaucoup bossé sur les référentiels des diplômes de Duc. Elle dit que les référentiels d'activité sont des référentiels de tâches. Elle a raison, je pense. Oui, Mélanie. Non, j'avais juste une question par rapport à ce que vous expliquez, qui n'est pas clair pour moi. À partir du moment où, de toute façon, alors on va appeler le bilan de compétences, c'est ce que c'est, mais c'est une démarche individuelle et ça s'adresse à un individu et on va réfléchir et travailler sur l'analyse du travail d'un individu. Je vois pas pourquoi le
fait de parler d'aptitudes, ça reste des aptitudes individuelles qu'on va inscrire dans un contexte collectif, mais ça on peut aussi pour la compétence. Enfin, je voyais pas trop bien en quoi le fait de parler d'aptitudes plutôt que de compétences, ça permettait de porter moins l'individualité, alors que l'exercice même du bilan de compétences, il est dans un contexte où le collectif est extrait de ça, quoi. Enfin, Oui, c'est vrai qu'il y a un rapport entre... alors en fait, je pense que la différence entre la compétence et l'aptitude, ce serait que je trouve que la compétence fige un peu les choses, c'est-à-dire ne permet pas de considérer les choses trop en dynamique. J'ai l'impression que l'inverse de compétence, c'est incompétent, et enfin, c'est pas que j'ai l'impression, mais alors d'habilité, effectivement d'habilité ou d'aptitude, effectivement les termes sont proches, mais j'ai l'impression que ça se considère davantage en dynamique, c'est-à-dire que les gens peuvent apprendre, peuvent acquérir tel ou tel, ou peuvent développer une habilité par exemple, une habilité à faire quelque chose. Pardon ? On peut être inapte quand même. Effectivement, on peut être inapte. On peut être malhabile. Non, mais on peut être malhabile, mais en fait, la notion de compétence, je trouve qu'il y a quelques impensés. Donc il y a effectivement l'impensé du collectif, l'impensé du contexte. Effectivement, une personne peut être compétente dans un contexte et incompétente dans l'autre. Et voilà, donc à partir de là, dire ça, finalement, ça ne permet pas de théoriser une pratique, en fait. Oui, mais vous avez raison en disant que effectivement ça reste individuel comme parcours, que le bilan de compétences reste individuel. Mais souvent les gens que je vois, alors après je les mets en réseau avec d'autres personnes justement, ils vont refaire de nouveaux projets professionnels avec d'autres personnes, et ça peut être, mais c'est souvent dans le cadre d'une mobilité quand même. Oui, effectivement, à mon niveau, j'interviens pas dans l'organisation du travail, ce que j'aimerais. Voilà, vu que votre travail il se fait hors de la situation professionnelle, par définition, vous n'arrivez pas dans l'entreprise pour observer le professionnel. Exactement, j'ai que la vie de la personne. C'est la personne qui me parle de son travail. Oui, mais comme dans un accompagnement VAE par exemple. Le travail il est évoqué mais il n'est pas présent. Oui, je pense qu'on peut quand même analyser le travail. Mais VAE, c'est validation des acquis de l'expérience. On oublie ça à chaque fois. Bon, ce que je dis souvent, c'est que le bilan de compétences devrait être pour l'entreprise, c'est-à-dire faire sur l'entreprise. Et pour la personne, c'est un bilan d'expérience, c'est pas un bilan de compétences. Quand je vous dis ça, la problématique qu'il y a, et puis qu'est-ce qu'on peut faire, la problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est simplement la généralisation du mot. C'est-à-dire qu'il est utilisé pour tout. Comme il n'a pas été défini à un moment donné, on n'a pas cadré pour dire il est utilisé là, eh bien il est utilisé pour tout. Donc la problématique, c'est que quand dans la loi vous dit on fait une société des compétences, ça veut dire qu'en fait le mot est utilisé pour tout. Il y a même France Compétences. Donc en fait, c'est cette généralisation du mot pour tout dire, et comme dit certains, Jean-Marie Barbier par exemple, en disant que la compétence n'est pas un possédé de l'humain. On dit avoir des compétences, mais non, il ne l'a pas, puisqu'en fonction de la situation, ça va changer. Donc on ne peut plus dire ça. Or, tous les jours, on dit il est compétent ou il a des compétences. En fait, on ne devrait plus dire. Vous voyez, si on veut faire quelque chose, c'est réserver le terme, finalement, pour parler de situation de travail et pour parler, finalement, on pourrait dire ça aussi, de besoins d'entreprise, des besoins d'une activité professionnelle. Mais ça ne dit rien de l'individu. Moi j'étais arrivé dans ce sujet-là simplement parce que je travaillais un peu sur les personnes en situation de handicap et des jeunes. Un jeune de 18 ans, tu as des conseillers en orientation qui nous demandent « décris-moi tes compétences ». Il devrait décrire à travers un langage compétences les situations de travail qu'il n'a pas vécues et définir à partir de là des besoins qu'auraient des entreprises de son utilisation. Impossible. Donc aux conseillers, on leur disait faites-lui parler de ses expériences de vie. Parce que quelqu'un qui a un handicap, il a des expériences de vie extrêmement riches. Et en fait, si la compétence, mais je ne veux pas aller trop loin dans ce moment, c'est un langage, finalement les conseillers d'orientation et formateurs devraient être simplement des traducteurs. Traduire des expériences de vie et des on pourrait dire des aptitudes, ou ce que vous voulez, en compétence, qui est le langage finalement professionnel pour décrire des situations de travail nécessaires dans les entreprises. Et encore une fois, c'est un peu ce que je fais, et on en voit tout à fait le bénéfice. C'est-à-dire que les gens prennent conscience à ce moment-là de la richesse de leur travail, et y compris pour des gens qui sont encore une fois cassés par le travail, des gens qui sont et le fait de les faire travailler justement sur leur réalisation très concrète, ça leur permet de prendre conscience de leur
alors je sais pas comment on va appeler ça, l'habilité, l'aptitude, compétence si on veut, Oui, et de pouvoir vous avez dit ensuite le terme, hein, de leur potentiel. élaborer un projet professionnel. Leur potentiel. Ou leur je potentiel. citerai simplement aussi une thèse qui semble intéressante, celle de Sandra Bélier, qui s'appelle Savoir-être. Très intéressant. Et d'ailleurs, je trouve ça en résumé, et le savoir-être, c'est un savoir-paraître. C'est exactement ce qui se passe, et dans l'idée des compétences, c'est ça. C'est finalement, en situation, est-ce que tu parais poli, c'est ce qu'on demande. Est-ce que tu fais la démonstration de Est-ce que tu fais la démonstration de. Et en fait, c'est les compétences, comme je le disais, c'est une logique d'obsolescence programmée, c'est un objet quantique. C'est-à-dire qu'elle n'existe que tant qu'on l'observe. Il y a Elodie d'abord, parce que là, pratiquement c'est Oui, fini. pardon. Non, Alors, si tu as répondu à ma question, merci. Non, mais si je rebondis sur enfin, vous dites que du coup la compétence c'est une façon de décrire, ça permet de décrire la situation de travail. Le besoin Une situation de dans la travail. situation de travail. Finalement, est-ce que c'est pas une formalisation spécifique de la situation de travail? Enfin, pourquoi on a besoin de ce mot en fait? Du coup, est-ce qu'on décrit pas juste la situation de travail avec des mots de la vie de tous les jours? On décrit une situation de travail et puis voilà. Enfin, donc, pour moi, ce questionnement, on peut se le poser sur plein de mots en fait. Non, mais C'est une problématique philosophique épistémologique. On en revient à Dewey, c'est-à-dire entre faire expérience et dire. Voilà. En fait, ce que je cherche à décrire peut-être la compétence, c'est justement le passage le fait d'être traversé de façon un peu neutre par une expérience qui, elle, n'apportera pas forcément d'effet pour la suite, et le fait de retenir quelque chose de ces expériences. Donc là, on parle bien de l'individu, du coup. De l'individu, mais l'individu, mais le collectif aussi. Oui, mais au sens, on parle bien de ce que quand on dit ce que ça a pu apporter, à ce que l'individu va capitaliser, Voilà. donc au sens acquisition, entre guillemets, Oui, de la et situation. cette capitalisation étant, si on suit Vygotsky, historique et culturelle. Voilà. C'est-à-dire que c'est une mise en patrimoine qui construit la société dans laquelle on est héritier de l'histoire et responsable de l'avenir. Donc après, ça rejoint aussi toute la question de la durabilité. C'est pour ça que moi, souvent, je conclue mes travaux en parlant de mon rôle qui est aujourd'hui de fabriquer du développement humain durable. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça le boulot de la formation professionnelle aujourd'hui, c'est de fabriquer du développement humain durable. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Une des questions qu'on a eues en entrée, celle que vous avez posée, c'est exactement celle-ci, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a utilisé ce mot pour dire quoi de nouveau qu'on ne pouvait pas dire autrement avec d'autres mots? C'est ça la question centrale. Et quand on renvoie compétence avec comment il a été remis en scène, qui était pour décrire des situations de compétition, ça interroge quand même quand après on dit que ça décrit l'humain. Non, ça décrit ces situations de compétition qui sont des situations de travail où il y a effectivement compétition, d'où compétence. Très bien. Et comme dit Jean-Marie Barbier, c'est pas un possède humain, mais Jacques Curie dit c'est une inférence à partir d'une performance. C'est une inférence. C'est-à-dire tu présupposes que la personne aura le potentiel ou pourra faire. Intéressant. Et d'ailleurs, quand toutes les définitions comme Pôle emploi, etc., pour en parler, parce qu'on parle micro-compétence, on est à macro-compétence et méta-compétence. À Pôle emploi, dans la description maintenant. Donc vous voyez, ça interroge quand même de dire, est-ce que ça dit l'invisible dans le travail? Waouh. Par exemple, moi je viens de tomber sur un truc qui m'a fait beaucoup rire. J'essaie d'expliquer aux acteurs qu'il va falloir que peut-être ils réfléchissent à ça, c'est-à-dire que, pour ne pas les citer, c'est dans une branche professionnelle, ils ont des compétences qu'ils évaluent à travers le fait de pouvoir cocher 80% des critères, et ensuite chaque bloc on accède au bloc parce qu'on aura 80% des compétences. Et donc je leur dis, mais en fait vous avez refabriqué, vous avez enlevé de la notation, vous avez remis. C'est-à-dire qu'avant il fallait qu'ils aient 10 sur 20, maintenant ils aient 16 sur 20. Alors là d'un seul coup ils se mettent à transpirer. Et après au-delà de ça, je leur dis, mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Un critère de compétence, c'est un jugement de beauté, comme dirait Dejour. C'est un jugement de beauté de ce qu'est un professionnel compétent dans ce domaine-là. Donc est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est 80% beau? Pour être dans ce sens, il y a... Moi je pense que oui, mais des fois on est tordu, on a fait du rugby et tout, mais sinon... Pardon. Non, c'est juste parce que c'est exactement le même genre de ce que décrit l'évaluation des compétences informatiques PIX, alors qui est en scolaire, etc. Quand on rentre dans le code est public, donc on peut aller regarder comment marche la machine.
finalement, le mode de fonctionnement de l'acquisition des compétences, et que l'algorithme est pensé de sorte à renvoyer des petits exercices de niveaux de difficulté différents qui ramènent aux différentes classifications des compétences informatiques qui sont organisées, enfin numériques informatiques. Et finalement, pour valider la compétence, il faut avoir la moyenne, c'est-à-dire que chaque petite question est notée et va faire une note sur 20 au total. Et si la personne a plus de 10, la compétence est validée. Donc on est vraiment ancré dans le scolaire en disant. Je vous conseille vraiment de lire ce bouquin, Arranger les choses de Bowler et Starr, parce que c'est absolument génial, parce que ça parle de tout ça, justement, le fait que derrière tout ça, il y a des codifications, des classifications, des normes qui sont des actes politiques et qui sont complètement invisibles. C'est-à-dire, qui c'est qui décide que pour avoir le truc, c'est 10 ? On ne se pose pas la question parce qu'on ne le sait même pas. Vous voyez, et pourquoi les tables elles sont à cette hauteur-là, et après, etc. Et en fait, on est peuplé d'un monde de normes et de classifications qui sont complètement invisibles. Et eux, ils font une archéologie des classifications. Ils essaient de revenir sur l'origine des choses. Vachement intéressant, vraiment. On pourrait même se demander, par exemple, en individuel, parce que vous m'interrogez l'autre fois sur les badges de compétences. Et donc, badger, pourquoi pas ? Mais quand badger, on en vient à dire il faudrait donc qu'il y ait des instances qui décernent le badge, ça en vient donc à créer une certification. Bien sûr. C'est ce que, Et tu en Quelle viens est à la différence et donc entre tu en la travailles accréditation, le badge et le Bah, RS? il y a une norme. sauf que même si on peut Si. douter de notre choix, on les a quand même élus démocratiquement, les gens qui sont censés contrôler les certifications qui existent. Alors que les open badges... Et si tu dis, Juste de la si méthode. on va dans une autre formulation finalement de ce qui est compétence pour dire quelque chose que tu sais faire ou que tu sais, eh bien tu pourrais toi-même dire que j'ai telle compétence. Eh bien oui, ça existe, les auto-open badges, ça existe. Donc en fait la logique de l'open badge devrait être de l'auto-open badge ou même de quelqu'un que tu as rencontré, qui te connaît, des amis, des machins, etc. Ah, qui c'est- sait c'est- faire ça. Moi je fais ça, je like sur ça Instagram, revient à ça. revient à ça. Puis elle est sympa. Sauf que dans le langage, c'est souvent. Enfin, excusez-moi, je reviens à ma casquette, mais là, quand on parle le fameux passeport compétence, ils en sont à dire que c'est ton employeur qui va cocher si Bien tu as sûr. telle ou telle compétence. Bien sûr. Et on sait que le rapport humain, subjectif, enfin, rentre un petit peu. Ben, j'ai pas le souvenir en plus que les employeurs ils étaient très formés à la question de l'évaluation des compétences. Quoi, tu vois, en Non, plus. mais de toute façon, En plus. les open badges, on entend parler, etc. Mais pour l'instant, ça n'arrive pas. Par contre, les micro-certifications, notamment au CNAM. Moi, je suis au J'en ai. CA du CNAM. Oui, mais je Et sais. ils en parlent. C'est la même et, chose, hein, les micro-certifications sont beaucoup et plus voyez, mais c'est Elles parce sont nées dans l'enseignement supérieur, on a des micro-accréditations. là, on vous demande d'en fabriquer, là. Oui, mais bien sûr. Bah, elles sont sur le marché. Même. Oui, mais elles sont, pour l'instant, elles ne sont pas certifiées. Non. Le nœud de la guerre, c'est l'argent. C'est Et ça. l'argent, c'est la Oui, certification. elles sont pas Donc CPF. pour l'instant, elles ne sont pas certifiantes. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'a priori, ça va passer la prochaine fois. Parce que l'Europe est tellement insistante que ça va Oui, passer. ça c'est l'Europe, C'est mais ça, est-ce c'est que l'Europe. vu que le CPF est complètement en déficit, est-ce que ça va réussir à passer? C'est une question. Bah, si, parce que ça coûte moins cher parce qu'en plus, vous voyez, des discours, par exemple, qui montrent aussi que derrière les intentions politiques, il y a aussi des intentions d'incompétence. Quand on entend, comme ici ou ailleurs, ah bah, les micro-certifications, c'est bien parce que c'est des certifications courtes. À la tâche. Non, mais tout est dit. C'est-à-dire que C'est ça veut très dire qu'on n'a pas compris ce que émancipateur, c'était l'information. qu'il y a depuis 2002 une différence nette entre formation et certification. D'accord, Une certification courte, ça n'existe pas. Oui. Ça n'a pas de sens. Le blocage du développement de la micro-accréditation, micro-certification aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de financement. Voilà. Mais Voilà. si en effet ils arrivaient à accrocher au Et CPF, je pense qu'ils en devraient, disant ça va être moins cher que les continuer comme ça, certifications parce RS. qu'on sait depuis très longtemps que l'addition de plein de petits morceaux, ça fait un professionnel compétent. Si. On est sûr, quoi. Ce qui est très intéressant, c'est quand même que la notion au départ de compétence, elle a été développée soi-disant parce que justement il ne fallait pas se fier au diplôme, C'est ça. Oui, il y a une c'est-à-dire aux certifications. C'est Or ça. on en est aujourd'hui à certifier des compétences Voilà. et que tout doit être certifiant, qui est l'inverse du point de départ, qui est de dire qu'il faut arrêter de penser diplôme. Ouais. Vous savez quand même que les open badge, ça vient au départ d'une rencontre un peu manifestement fructueuse entre la fondation Adobe et un certain nombre de mouvements d'éducation populaire, etc. Ensuite de open source, informatique, etc. Donc ça vient pas de n'importe quel lieu, ça vient d'un lieu aussi, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, hein, mais ça vient d'un lieu où aussi se développent
des logiques libertariennes, etc. Hein, voilà. Il y a un sujet que je n'ai pas abordé dans il y a une question. Oui, pardon. Je n'ai pas très bien compris quand vous définissez compétence. La compétence dépend du besoin de la situation de travail. Besoin de l'entreprise, oui. Et du coup, quand on dit ça, ça veut dire, c'est un peu, je reviens aussi sur la remarque que vous faisiez, je suis désolée, j'ai oublié votre prénom. Corinne. Vincent, pardon. Quand vous disiez, bon, ben, c'est une personne qui est compétente et hop, je le mets dans une autre situation, il devient incompétent. Et donc du coup, j'ai du mal, ça veut dire qu'on fait dépendre la compétence, à part si j'ai mal compris, on fait dépendre la compétence de quelqu'un, qui est quelque chose de relativement acquis, en fonction non plus de sa qualification personnelle, mais du besoin du travail. Alors, En fonction de la situation de travail, ça veut dire que moi je sais faire quelque chose, et je le vis. Donc, moi je vous parle de deux endroits assez contradictoires, mais là le premier c'est mon endroit de... Je fais partie d'une entreprise avec plein de process, etc. C'est rigolo parce qu'aujourd'hui on a une situation, et c'est en écho avec ça, où déjà de base on avait un process de comité de promotion. Donc, c'est un process assez marrant, qui est dans ce comité de promotion et qui décide qui a la compétence pour évoluer. Et alors là on change encore, se faire acheter par un groupe. Là il n'y a plus du tout de comité de promotion, parce que ça ne sert à rien de promouvoir quelqu'un s'il n'y a pas d'opportunité de job dans la boîte. Donc en fait, la personne, sa compétence et ce qu'il vaut, parce que la compétence égale la valeur travail, vous l'avez dit vous-même dans la conclusion, c'est la maltraitance de la formation de la compétence, c'est la maltraitance du capital humain, c'est l'opportunité... J'ai pas dit capital. Ah bon, parce que j'ai pas dit du travail, non. Pas au capital travail, pardon, du travail. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça dépend de l'emploi. Et je trouve que c'est ce qu'on voit bien dans ce que vous retracez dans l'histoire. C'est que c'est ce rapport qui s'inverse. Et c'est pour ça que je ne comprends pas bien où vous vous positionnez dans cette phrase. La compétence dépend du besoin, en fait. Et c'est justement, ça rejoint ce que j'allais dire. Il y a quand même une incidence en métallurgie que je n'ai pas citée, c'est ACAP 2000, qui a quand même été marquant, justement, qui était comment on va pouvoir payer les gens qui partaient à 47 ans, 49 ans à la retraite, comment on va pouvoir les payer différemment, etc. Ils ont introduit des compétences pour justement dire on va payer les compétences parce qu'on ne peut plus les payer autrement. Et donc en fait, la question était celle-ci, c'est de dire finalement comment on va, c'est un objet politique, comment on va pouvoir en faire avec. Et au bout d'un moment, à la suite d'ACAP 2000, quand ils ont fait la synthèse des années plus tard, c'était de dire, bon, on a laissé tomber, pourquoi ? Parce que tout le monde, par les compétences, allait être promu, et on n'arrivait plus à payer. Il n'y avait plus de budget. C'est exactement ça. C'est une solution à un moment donné qui est devenue autre. Pourquoi je parle de besoin ? C'est-à-dire qu'en fait, une des problématiques, c'est d'attacher la notion de compétence à l'individu, et de dire, il le possède. En fait, il ne possède rien, puisque ça va dépendre de la situation. Donc, tu ne pars pas avec la compétence. Tu vas la démontrer en situation, et c'est quelqu'un d'autre qui va dire, ce que disaient beaucoup de sociologues, c'est un jugement de réussite par quelqu'un d'autre dans la situation. C'est pour ça que pour certains, c'est relié à performance. Et donc, dans la situation, on va dire que tu as réussi, donc tu es compétent, sauf qu'en changeant des éléments de la situation. Exemple, tu es comptable, tu passes dans une entreprise, on te donne un boulier à la place de l'ordinateur, tu ne sais plus faire. Pourtant, tu es compétent. Ben non, mais non, parce que je connaissais tel logiciel. Ah oui, mais tel logiciel, je ne le connais pas. Ah oui, donc tu ne l'es pas. Alors le jugement est ça. Donc, tu arrives en entreprise, c'est pour ça que dire à la sortie d'une formation, je forme quelqu'un, il est compétent à la sortie de la formation, tu vas forcément décevoir le responsable d'entreprise qui va embaucher le jeune, que tu as dit qu'il était compétent, puisque lui, il va le juger avec ses propres situations de travail, et il va dire, ah non, il ne sait rien faire. C'est encore plus grave que ça, c'est-à-dire que le certificateur, il atteste de la possession des compétences. D'où après la question, c'est est-ce qu'on peut certifier une compétence? Et donc pour le ramener aux besoins, pour terminer excuse-moi, pour le ramener aux besoins, je dis, la seule chose qu'on peut dire, c'est que finalement, dire aujourd'hui la compétence, c'est faire de la e-réputation sur le net, tu vois, c'est une logique d'obsolescence programmée, parce que c'est lié au contexte de Internet, des réseaux sociaux, où il faut faire ça, mais c'est un besoin qu'a une entreprise de dire il faut travailler ma réputation, et il va voir la personne qui pourra le faire. Et donc on va dire que la compétence il l'a, mais non, parce que demain ça va changer, en fonction de la technologie, en fonction des ressources que tu mets à disposition de l'entreprise, en fonction de plein de contextes, même de la façon de manager, finalement ça va changer. On arrête là, apparemment. 19h. Mais merci. Hein. Bravo, merci.
On enverra à tous et puis on fera une communication sur LinkedIn. L'article n'est pas encore sorti, mais oui, il va sortir incessamment sous peu. Il sera accessible, donc on fera une communication là-dessus. La prochaine Disputation, c'est le 25 avril et c'est animé par Patrick Valls, le président de la FRED, qui ne pouvait absolument pas être présent ce soir, mais voilà, qui m'excuse. Et ce sera, donc c'est Patrick qui animera avec Jean-Marie Barbier. Et là, le sujet, c'est l'injonction paradoxale de l'individu au cœur. La promesse de la FREP, c'est un barbier. Oui, on a toujours dit à peu près. Exactement. Et je précise, on n'a aucun lien de famille. Après, il y a René Barbier qui peut être sollicité ensuite. Il n'y a aucun lien de famille. Il y a Christophe Barbier qui est la prochaine. Christophe Barbier avec Les chapeaux rouges. Avec les chapeaux rouges. Merci Octave. Merci. Merci à Grégoire. Merci.